Namasté et bienvenue dans le podcast extraordinaire d'Entheos, la communauté pour vivre sa spiritualité en toute légèreté. Je suis Ariane Riveros, facilitatrice de l'essentiel, et vous écoutez Je ne suis pas fou, mais le podcast qui explore la conscience infinie à travers des histoires décomplexées de phénomènes dits inexpliqués. Bonne écoute! Hello, namasté à tous, enchantée et heureuse d'accueillir aujourd'hui Pascal Roby. Bonjour Pascal. Salut Ariane et salut à tes auditeurs et tes spectateurs. Exactement, merci à toi d'avoir accepté mon invitation dans ce podcast extraordinaire. Alors Pascal, je vais te présenter brièvement. Tu es un community builder, donc tu accompagnes les infopreneurs à développer des communautés qui vont durer dans le temps. Mais tu as aussi plein d'autres cordes à ton arc. Je vais en citer que quelques-unes, comme par exemple, tu es auteur, notamment d'un livre sur la créativité. Tu es coach, copywriter. Tu es aussi podcasteur. Donc, on est confrères et consoeurs. Et on parlera de tout ça. On mettra tous tes liens disponibles en description, bien sûr. Est-ce que tu es prêt à me donner ton intention pour ce podcast, ce moment qu'on va Évidemment, évidemment, on va y aller détente. Mais ça, c'est quand on le connaît, on sait que c'est Pascal compatible. C'est vraiment tes expressions, y aller détente. Et alors, ce qui est marrant, c'est que moi, quand je me suis centrée pour savoir dans quelle intention j'étais, j'ai eu une image de sorte de parapente, de moi qui courais avec un parapente et que je me lançais dans les airs. Et en effet, j'étais très détente. Donc, je crois que on est Tu bien vois? connectés. Donc voilà, je me réjouis d'écouter ton parcours parce que on part ici sur un épisode un peu de parcours et de voir vraiment comment se déroule et se développe une vision, une sagesse, vraiment une vision du monde. Donc voilà, je t'écoute, Pascal. Toi, tu as vraiment tout démarre dans ta famille en fait, hein, quand tu étais Ouais, petit. exactement. Ouais, exactement. Donc, moi, je viens d'une famille où bah, euh, être médium, on va dire faire des rêves prémonitoires ou entendre des voix, tirer les cartes. Bah, en fait, dans ma famille, c'est normal. Enfin, voilà, du côté de ma mère, voilà, on en parle, tu vois, comme si, comme, faire la recette des crêpes, c'est pareil, en fait, c'est vraiment, tu vois, du même acabit, on est vraiment assez détendu là-dessus. Bon, même Excellent. si, voilà, il y a quand même, tu vois, on va dire, quelques croyances, mais moi, j'ai plutôt baigné, on va dire, là-dedans. Enfin, c'était quelque chose qui était plutôt, naturel, quoi. J'y faisais vraiment pas attention et c'est vrai que moi, au départ, je suis plutôt quelqu'un, on va dire, de rationnel et je voyais ça plutôt en me disant, moi, je vois pas ça. Je comprenais pas, je me disais: «OK», mais ça me touchait pas plus que ça, tu vois? Ça me touchait vraiment pas plus que ça et puis bon, il y a eu un événement dans ma vie, qui fait que là, j'ai commencé à m'y intéresser, c'est le décès de mon père. J'ai perdu mon père quand j'avais l'âge de 11-12 ans. Et à Mmh. partir de ce moment-là, tu vois plus la vie de la même manière. Heu, moi, il y a des choses que faisaient mes petits camarades à cet âge-là, en fait, moi, qui m'intéressaient plus. Et donc, bah, je les regardais, tu vois, un peu en mode observateur et je regardais ça en me disant: «Putain, c'est bizarre, mais je me reconnais absolument pas, je j'ai pas les mêmes envies». Alors bon, tu vois, j'ai eu un parcours normal, mais j'ai toujours eu, tu vois, derrière, en fait, en arrière-plan, cette question et comme si, tu vois, j'étais déjà conscient, en tout cas, il y avait une conscience un peu plus prononcée. Enfin, je pourrais pas te le dire, mais c'est comme si, le cerveau, en fait, au niveau, de la conscience, il était déjà à fond et il y avait certains de mes camarades, j'avais l'impression qu'eux, c'est comme s'ils étaient en mode automatique et je fais: «D'accord» et en fait, quand j'étais au lycée, ouais, c'est au lycée, ouais, c'est à partir du lycée, à un moment donné, on me dit: «Mais tiens, tu penses quoi de cette personne?» Et je lui dis: «Bah, en fait,
bon, bah, cette personne, elle a un petit peu mal dans sa peau et je pense que voilà, ça doit être compliqué pour elle. Enfin, je sais plus ce que j'ai dit, mais en tout cas, j'ai dit des choses et là, la personne a entendu, s'est retournée vers moi, elle m'a dit: «Mais comment tu sais ça?» Et moi, bon, bah, j'étais pas je suis pas très, on va dire, diplomate et je lui ai dit: «Bah, en fait, c'est un peu marqué sur ta gueule, en fait, donc moi, je vois quand je vois ta gueule, je me dis: "Bah, en fait, ça doit être ça"». Et en fait, ça apparemment, c'est pas passé. Donc ça déjà, ça passe un petit peu pas bien et je fais: «Mais putain, c'est» et donc très vite au lycée, même si tu vois, j'ai eu quelques potes, mais j'étais pas le gars le plus populaire, quoi. J'étais plutôt dans mon coin et j'avais du mal à me faire des amis et donc je me suis dit: «Écoute, bah, c'est un peu étrange» et en fait, ce qui se passait, c'est que je regardais les gens et je sais pas pourquoi, enfin à l'époque, je ne savais pas pourquoi, mais en fait, je comprenais en fait qu'il se passait certaines choses entre les gens, qu'il y avait, donc là, je vais utiliser les mots que j'ai aujourd'hui, mais qu'il y avait des dynamiques qui se jouaient, Ah mais je oui. comprenais pas, enfin, je me disais: «Mais pourquoi les gens ils voient pas ce que je vois?» Et il m'a fallu énormément de temps pour comprendre que, en fait, si toi tu le vois, c'est parce qu'il y a que toi qui peux le voir et Mmh. ça a été très compliqué parce que comme je m'apercevais que les gens, heu, ne voyaient pas la même chose que moi, j'avais peur en fait de partager ça et je savais pas à qui en parler. Donc j'ai beaucoup gardé pour moi. Voilà, j'ai essayé de faire mon petit truc et ouais, c'était un petit peu compliqué et à partir, je crois, ouais, de la fac, parce qu'après je suis allé en fac de médecine. À partir de la fac, j'ai pu rencontrer des gens avec qui, tu vois, j'ai pu échanger et j'ai commencé, tu vois, à m'ouvrir justement à Mmh. enfin, à des aspects un peu plus spirituels et je me suis dit: «Putain, est-ce que» je m'amusais beaucoup, moi, très jeune, à observer les gens. Je les Mmh mh. observais et je regardais, je me suis dit: «OK, ils font comme ça, ils font comme ça». Parce que je me suis dit: «Si tu observes les gens, si tu sais comment ils fonctionnent, beh, toi, tu vas pouvoir copier leurs techniques pour pouvoir mieux t'intégrer» et je crois que c'est à partir de 2008-2009, dans ces eaux-là, j'ai commencé à lire énormément de bouquins en psychologie, en sociologie, en communication, parce que j'avais besoin de rationaliser, bah, cette capacité que j'avais à lire les gens. J'avais vraiment cette capacité à lire les gens et donc ouais, j'ai énormément lu. Heu, les auteurs, j'avais notamment lu les bouquins de Joseph Messinger, donc notamment c'était, Le Dico illustré des gestes. Ça, c'est un livre qui m'a énormément accompagné. Justement, ça m'a permis de savoir, lire en fait au niveau de la gestuelle des gens. J'ai commencé d'abord par là, au niveau de la gestuelle. Ouais. J'ai lu aussi, ouais, je me souviens d'un auteur qui s'appelait Nicolas Bussmann qui était, son bouquin s'appelait «Convaincre en moins de 2 minutes» et à l'époque, en fait, je savais pas, mais en fait, c'était un bouquin qui utilisait énormément de techniques de PNL, techniques que j'ai apprises quelques années plus tard, mais tu vois, je le savais pas au départ, tu vois? Je le savais pas du tout, mais c'est un bouquin qui m'a énormément aidé, notamment pour comprendre, pour bien savoir communiquer et j'ai commencé à utiliser, ces capacités de bien lire les gens, notamment pour passer mes concours infirmiers. Puisque je me Ah suis bon? dit ouais, ouais, je m'en suis servi parce que je me suis dit notamment donc pas tant à l'écrit, mais à l'oral. Parce Ouais. que donc je m'étais beaucoup entraîné, tu vois, pour passer les oraux et en face, je passais des entretiens, donc des entretiens de motivation, tu as un exercice, après on te pose des questions sur la motivation et je me souviens d'un entretien où en face de moi, il y avait une psychologue et là, je me suis chié dessus. Je me suis dit: «Oh putain». Je me suis dit: «Putain, j'espère qu'elle va pas découvrir que je suis capable de lire les gens et de regarder, parce que sinon je suis dans la merde». Ah ouais, non, mais je te promets, j'étais comme ça, Ça je me suis dit: ça me sert quoi. Ah. «Putain», je me suis dit: «Mais putain, j'ai une psychologue en face de moi, est-ce qu'elle va être capable de lire le truc?» Donc j'avais un peu la pression et en fait, c'est passé. C'est passé, c'est Pardon. passé tranquille, là, j'ai fait: «Waouh, putain, c'est bon. Excellent. Ouh!» Donc putain, ouais, c'est bon, c'est passé. J'ai bien compris, en fait, plus tard que, ouais, même si tu faisais une fac de psy, enfin, les gens qui font psy, ils avaient pas les outils et surtout l'expérience que j'avais Mmh mh. accumulée avec le temps. Parce que en fait, quand tu es psychologue, tu étudies certes le comportement humain, mais seulement dans un cadre très précis. Ouais. Moi, je l'ai vraiment étudié et donc là, c'était quand j'étais plus jeune, donc là, on est autour de la vingtaine, mais c'est quelque Ouais. chose que j'ai continué tout au long de ma vie, mais même encore maintenant, même si ça a changé,
même si la Ouais. façon de faire a évolué. Enfin, moi, cerner les gens, enfin, moi, je peux m'amuser à faire ça toute la journée, quoi. C'est cool. Enfin, je regarde les gens, enfin, ou des trucs sur YouTube et j'adore ça. Parce que pour moi, C'est c'est un c'est peu comme une seconde ton nature. 6e sens. Ouais, c'est ton 6e sens, quoi. Ouais, c'est mon sixième sens, tu vois? C'est Mmh. Spider-Man, tu vois, lui, il peut sentir le danger en sixième sens de l'araignée. Bah, moi, je peux lire les Mmh. gens, quoi. Mais c'est problématique, en fait, de savoir lire les gens, c'est très problématique. Donc, quand tu veux passer un entretien, c'est cool. Par contre, en plus, c'était à l'époque, donc on est début 2010, c'est à l'époque où arrive une série qui m'a beaucoup inspiré et où j'ai énormément pompé, d'attitude, de technique, qui est la série Mentaliste, avec le Ah, personnage de Patrick Jane. Et ouais. lui, je pense que alors, c'est pas mon premier mentor, parce qu'un de mes premiers mentors, c'est, le flic de Shanghai pour les gens qui sauront ce que c'est. Mmh. Mais, lui, Ouais. Patrick Jane, le personnage de Patrick Jane, ouais, lui, m'a beaucoup inspiré parce que je me suis dit: «Ah putain, c'est la première fois que je vois à la télé quelqu'un qui a à peu près, enfin qui sait à peu près faire la même chose que moi, savoir lire les gens et en plus de ça, lui, c'était pour résoudre des enquêtes criminelles». Donc, là, je me suis beaucoup identifié à lui. En tout cas, c'est quelqu'un, si je me suis pas identifié à lui, mais qui m'a énormément inspiré dans ses Ouais. capacités. Parce qu'au moins je me reconnaissais et je me suis dit: «Ah putain, mais ouais». Et donc, une fois, quand j'étais à l'école infirmière, je me suis dit: «Bah, je vais m'amuser à faire le mentaliste». Et là, tu as des gens, en fait, très rapidement, tu fais: «Putain, mais comment tu sais ça?» Donc, bah, moi, Mmh. toujours pareil, tu vois, je disais: «Bah, en fait, c'est marqué dessus, en fait, j'ai juste qu'à te regarder, c'est marqué dessus». Et là, j'ai très vite eu la réputation d'être le mentaliste, dans ma promo. Et c'est Problème, intéressant, je fais une petite parenthèse par rapport au vas-y. Mentaliste. Moi aussi, j'ai adoré cette série, Ouais, mais dans le Mentaliste, donc le personnage principal, Patrick Jane, comme tu dis, j'avais oublié son nom, ouais. il ne croit pas à la médiumnité, il ne croit pas à la claire, connaissance ou à la Et clairvoyance. beh, j'étais comme lui à cette époque-là. Et c'est J'étais trop drôle vraiment parce que, comme lui. tu as un peu le même parcours aussi, donc tu dis: «J'ai besoin de rationaliser, de lire des bouquins, de comprendre les modes de fonctionnement, psychosociaux», enfin, quelque chose de très rigoureux et cetera. Donc là, tu es vraiment comme le mentaliste à dire: «Mais non, c'est factuel, Ouais, il y a c'est pas ça. de don, il y a pas de». Mais en même temps, moi, je te lis entre les lignes et pareil, je le faisais avec le mentaliste. Je me disais: «Oui, mais il a quand même une intuition». Il y a quand Ouais, même des intuitions et dans dans ces domaines de capacités extrasensorielles, on parle de claire connaissance. Donc on sait des choses, on sait, tu vois? Et comme ouais, pour toi, tu dis: «Voilà, c'était évident, je savais», mais pour, les 10 personnes autour de toi, c'était pas évident. ouais. Il m'a fallu des années et je vais être, j'en en parlera quand on remontera le cours. Il m'a fallu quelques années, mais à cette époque-là, donc j'ai commencé, tu vois, à faire, tu vois, donc de temps en temps, je faisais ça. Donc ouais, ça impressionnait les gens. Ouais, ça, c'était pas mal. Problème, c'est qu'à un moment donné, j'ai eu, il y a quelqu'un qui a créé un faux compte sur Facebook, qui se faisait appeler Joker Ouais. et en fait, tout le monde pensait que c'était moi. Parce qu'en fait, il disait des choses, en fait, des saloperies sur les gens Oh! et la façon dont il le disait, tout le monde pensait que c'était moi, alors que factuellement, en fait, c'était pas moi Ah mince! et j'ai même identifié qui était le gars qui est responsable de ça. Sauf que les gens, en fait, je peux te dire une chose, quand tu as toute une promo de 130 personnes qui se retournent contre toi, tu peux rien faire. Tu peux rien faire donc C'est foutu, quoi. et ouais et c'était pas et en plus, c'était à l'époque où, le harcèlement en ligne, tu vois, il était pas développé, hein et donc à ce moment-là, c'était compliqué parce qu'il y a quelqu'un sur Facebook qui m'a accusé, verbalement, frontalement, Mmh mh. qui a dit: «Non, non, mais en fait, celui qui a le compte Joker, c'est Pascal». Donc là, heureusement, j'avais des amis, en fait, qui me soutenaient, qui m'ont dit: «Non, mais c'est pas possible, on sait que c'est pas toi. On le voit, on sait que c'est pas toi». Et donc j'ai voulu aller je suis allé porter plainte à la police. Sauf qu'à l'époque, on m'a dit: «On peut rien faire, la seule chose qu'on peut faire, c'est une main courante». Mmh. Et donc la seule chose que j'ai fait, c'est une main courante et de ronger mon frein de l'intérieur. Et le truc, c'est qu'à l'époque, j'étais une des personnes en plus qui, se débrouillait très bien, donc dans la promo. Et donc quand il y avait des TD difficiles, en fait, certes, ils se foutaient de ma gueule. Par contre, quand il y avait des TD difficiles, ils étaient bien contents de m'avoir. Donc crois-moi que
je l'ai eu un peu mauvaise, mais en même temps derrière, heu, enfin voilà, quand les gens ont dit: «Ouais, non, mais les gens sont lumière», non, 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 je peux te dire une chose, c'est que, les gens sont cons en masse, même s'ils peuvent faire preuve, tu vois, d'une très grande intuition, quand ils sont face à toi. Mais sinon, les gens sont cons. En fait, quand ils sont regroupés en masse, les gens sont très cons. Ça, c'est pas Mmh. moi qui le dis, c'est Gustave Le Bon dans Psychologie des foules, qui explique, on va dire de façon synthétique, que dans une foule, le QI d'une foule est égal au QI de la personne au QI le plus faible. Donc si tu as une personne qui a un QI de 50, tout le monde va se comporter avec le QI de 50. Donc voilà, c'est ultra simplifié, mais dans les faits, c'est ça. Mmh. Donc pour le coup, voilà, ça c'est compliqué, surtout qu'en plus à la même période, enfin il y a eu des moments très difficiles en plus, enfin en stage également. Une grosse période compliquée qui m'a mené, en début de troisième année à un burn-out. Donc pouf, voilà, c'est Mmh. pas la période la plus drôle que j'ai vécue. Mais derrière, donc j'ai fait ce burn-out, donc j'arrête mes études d'infirmier, je commence à travailler en tant qu'aide-soignant et c'est à ce moment-là et que je découvre, la PNL et je lui dis: «Putain, c'est étrange mais c'est une technique qui me parle bien parce que ça demande justement de savoir cerner les gens et en plus de ça, tu peux les aider». Mmh. Moi qui étais aide-soignant, donc qui était déjà, tu vois, dans le don de soi, dans le fait d'aider les autres, La relation là, d'aide? la Mmh. relation d'aide, là, on me propose potentiellement un outil qui permet d'utiliser mes super pouvoirs. Et en plus de cela, tout le background que j'avais, parce que j'avais lu beaucoup en développement personnel, enfin, je vais pas tout expliquer, mais ouais, j'avais un gros background développement personnel et je me souviens la première Excellent. fois que je suis allé à un séminaire de PNL, je commençais à parler avec des gens Ouais. et les gens m'ont dit: «Putain, mais tu es coach toi?» Je fais: «Non, non, non, pourquoi tu me dis ça?» «En fait, tu parles comme un coach. Enfin, naturellement, tu es très à l'aise, enfin, tu parles vraiment comme un coach». Je fais: Non, moi je lis beaucoup de bouquins, mais je suis pas» et en fait de ça, j'ai commencé à me lancer en PNL et je me suis formé pour devenir praticien PNL et Ouais. là, alors c'est pas là, on peut parler peut-être d'un phénomène étrange, mais je peux dire que là, quand j'ai fait ma formation PNL, on va dire que je l'appelle ainsi, mais j'ai rencontré un ange gardien. Ah Cette bon? personne ouais, cette Mmh. personne, elle s'appelle Evelyne Ouais. et Evelyne, c'est une coach qui lançait une école de coaching et quand on s'est parlé, en plus, je l'ai rencontrée justement à ce premier séminaire de PNL. Elle m'a dit: «Bah, écoute, Mmh. ouais, ça passe bien et ouais, fais la formation en PNL, je pense que ça devrait te plaire». Je l'ai revue quand j'ai fait mes formations. Elle lançait une école de coaching et elle faisait passer des entretiens à des personnes qui étaient motivées pour y aller. Je lui ai dit: «Bah, moi, ça pourrait m'intéresser». Elle m'a dit: «Non, mais en fait, toi, je te fais pas d'entretien, je sais que l'école de coaching, elle est faite pour toi» et j'ai pas com elle m'a dit: «Ouais, non, mais toi, de toute façon, tu as l'énergie d'un coach et tu es fait pour cette école de coaching et donc on va vraiment se débrouiller pour que tu fasses cette école parce que tu es vraiment fait pour être coach» et c'est la première fois dans ma vie que j'ai rencontré quelqu'un qui croyait en moi et Waouh! ouais, elle croyait vraiment en moi et chose étrange, pourquoi je l'appelle un ange? Parce que quelques mois plus tard, je fais cette école et j'apprends qu'elle est partie pour des raisons, voilà, de tension, en fait, avec, les associés avec qui elle était. Mais j'ai quand même fait cette école de Mmh. coaching et sans cette femme, je serais pas devenu coach et Ouais. vraiment là, c'est vraiment, tu vois, il y a pas longtemps que je me suis dit: «Mais ouais, mais en fait, cette femme, ça a été mon ange gardien». Ça a été Oh! c'est vraiment quelqu'un qui est arrivé dans ma vie, qui m'a dit: «Tu dois faire ça» et au moment où je prends cette route, elle s'en va. Mmh. Qui en plus, tu vois, malgré les circonstances, mais au final, tu vois, je l'interprète comme ça et j'ai eu de temps en temps, tu vois, des personnes, souvent des femmes d'ailleurs, qui ont été un peu ses anges gardiens. Oh, dis, c'est chouette. Donc voilà, donc ça sera un peu, tu vois, de l'histoire que, voilà, on avait établie, mais tu vois, en discutant, heu, voilà, c'était cool et donc le coaching, la PNL, c'était génial parce que, bah, c'est des outils qui me permettent, voilà, je peux cerner les gens
je vois en fait que je suis très doué et on me dit: «Non mais en fait, tu es vraiment doué pour ça, quoi. C'est vraiment ton truc, en fait, c'est simple, j'apprenais une technique en PNL ou en coaching, notamment en PNL, je la lisais une fois, je pouvais la refaire tout de suite et j'étais même capable d'expliquer la technique alors que je l'avais vue qu'une seule fois, tellement ça me semblait naturel. Oui, c'est Heu, comme si ouais, ah comme mais si tu c'est l'avais fait toute ta vie. ouais, mais c'est ça. C'est comme Ouais. si je faisais ça, en fait depuis le départ, quoi. La Mais en fait, technique me semble c'est ce que tu faisais quand tu disais: «Je cernais les gens», tu le ouais, faisais, c'est juste que tu le faisais pas avec cette technique-là précisément, mais quand tu le faisais avec la technique, du coup, c'était d'une simplicité, d'une ouais, évidence. bah, peut-être, je sais pas, mais quand je fais ça, enfin, quand j'ai commencé les techniques de PNL, ça me semblait tellement simple. Mmh mh. Je je voyais des gens qui galéraient alors que moi je trouvais ça d'une facilité, mais déconcertante. Mmh. C'était, ouais, c'est comme si j'ai juste qu'à mettre des gants et hop, vraiment nickel. C'était vraiment super et ça m'a donné vraiment une autre vision de ah ouais et ça m'a permis aussi d'affiner ma capacité à observer les gens parce qu'en coaching, il y a un truc qu'on en travaille énormément, c'est justement l'écoute et l'observation qui sont les outils les plus importants pour un coach, parce que c'est vraiment avec ça que tu accompagnes un client et que tu peux vraiment l'aider à créer une prise de conscience. Ça, Ouais. voilà et j'ai vraiment, travaillé cette écoute, cette observation que j'ai ensuite réutilisé dans mon métier d'aide-soignant, où j'ai vraiment utilisé tous les outils que j'avais appris en PNL et en coaching et que j'utilisais, notamment avec des patients Alzheimer, tu vois? Où certaines façons de parler, d'observer donc justement comme c'est un métier, où il faut quand même avoir un coup d'œil pour repérer le moindre changement, mais je me suis beaucoup exercé là-dessus, donc j'ai beaucoup pratiqué et c'était génial. Enfin vraiment c'était génial parce que à ce moment-là, tu vois, je pouvais, ouais, c'était trop cool et c'était vraiment super. Mais voilà donc il y avait cet aspect rationnel qui me comblait à ce moment-là, donc c'était cool. Puis bon, bah, quelques années plus tard, j'ai refait une formation de coaching et là, il y a un coach qui me voit et qui me dit: «Ah Pascal, c'est un très bon coach, mais franchement, avant tout, c'est un coach qui est vraiment créatif» et là, j'ai pas compris. Mmh. Je fais: «Mais en quoi je suis créatif?» Alors lui, c'était quoi la créativité? Bon, une fois, pendant une séance de coaching, je me suis mis à chanter. Voilà. Toi, je me Mmh. suis mis à chanter, tu vois, pendant une séance de coaching, tu vois, pour illustrer, je crois, quelque chose avec une cliente où, j'aime bien faire dessiner aussi mes clients et bah, apparemment ça m'a dit: «Non mais Pascal, c'est vraiment un Mmh. coach créatif». Mmh. Je fais: «Mais en quoi je suis créatif?» tu vois? Je savais absolument pas de quoi il parlait. Moi, c'était, et donc de cette question-là, qui a mûri pendant quelques années, bah, j'ai lancé quelques années plus tard le podcast Les Racines de la créativité. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à lancer le podcast Les Racines de la créativité qui aujourd'hui s'appelle Universal Builders. Mais et j'ai commencé, tu vois, j'ai interviewé, plein de personnes, des entrepreneurs, des artistes sur cette notion de créativité et c'est là, en fait, où j'ai compris que, l'intuition, enfin que j'avais une très grande intuition et c'est parce que l'intuition, c'est ce qui fait partie de ce que j'appelle l'expression de soi en créativité Mmh. et c'est à ce moment-là que je vais: «Ah, en fait, c'est peut-être parce que je suis très intuitif que je peux lire les gens». C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me dire: «OK, Mmh. certes, il y a toutes les techniques que j'ai apprises d'observation, de psychologie, c'est cool, mais au départ, ce n'est pas ça qui fait que je sais lire les gens, c'est parce que j'ai un vrai Mmh. don. C'est que j'ai un vrai don pour observer les gens». Enfin, je veux dire, Oui. je les vois, je regarde, je peux les profiler et après, ils me disent: «Comment tu sais ça?» je dis: «Bah, c'est marqué sur ta gueule». Le problème, c'est que quand tu dis ça et que les gens ne te payent pas, moi, j'ai expérimenté le karma instantané et déjà Mmh. très jeune. Tu vois? Comme je l'ai expliqué, tu vois, avec le harcèlement, tu vois, à l'école infirmière. Ouais. Quand en fait, les gens ne sont pas prêts à payer le prix pour découvrir qui ils sont.
Or, si toi, tu t'amuses à révéler qui ils sont, c'est toi qui vas en payer le prix. Et Ouais. crois-moi que le prix, il est rarement financier. Crois-moi que c'est surtout un tas d'emmerdes que tu t'accumules et tu as pas envie de les avoir. Et surtout que, tu vois, il y a des gens, ils vont accumuler du karma et puis ils nettoieront dans la prochaine vie. Moi, j'ai un problème, je fais partie des gens qui ont du karma instantané. Dès que je fais de la merde, je le paye tout de suite. Donc voilà, il y a des gens qui sont nés avec la chance ou pas de faire de la merde et de ne payer en fait qu'à la vie suivante. Moi non, moi je paye tout de suite Mmh. Ouais, et ouais. j'ai eu l'habitude de souvent rembourser. J'ai souvent remboursé des dettes karmiques. Ouais. Mmh. Parce qu'en plus de cela, bon je veux pas le dire, mais aussi dans mon histoire, non seulement je vais rembourser des dettes karmiques, mais j'ai également remboursé des dettes tout court. Donc voilà, apparemment, Mmh. heu, tout ce qui se passe apparemment au niveau spirituel, je le matérialise aussi donc voilà. Donc c'est aussi ça, mon histoire, c'est que, bah, oui, oui, en fait, l'invisible, il existe bien dans le réel et je l'ai bien Mmh. expérimenté. Donc j'en étais où? Tu vois, là, je me suis perdu, mais tu vois, on va s'y retrouver. Podcast, le podcast. Oui, beh, Ouais. justement, je voulais te poser en plus des questions parce que tu as touché à la créativité qui est une des facettes de la communauté NTEOS où c'est vraiment vivre sa spiritualité en toute légèreté. Et dans le mot légèreté, il y a créativité, il y a humour, il y a humilité et évidemment, il y a créativité. Donc, pour moi, la créativité est vraiment, comme tu l'as dit avec l'intuition, c'est une sorte de connexion en fait, de connexion à soi, d'abord à son enfant intérieur qui aime bien inventer, s'amuser, et cetera, parce que c'est totalement naturel quand on regarde les enfants, on voit bien qu'ils créent, ils s'amusent, enfin ils sont dans cette création, cette créativité et hem et donc pour moi, c'est clairement lié à quelque part une certaine pratique, spirituelle en fait. Quand on écoute dans ton podcast Les racines de la créativité qui est devenu, Universal Builders, on entend bien dans le parcours des gens que tu interviewes, il y en a plein dans tous les créatifs que tu interroges qui sont, entre guillemets «connectés» et chacun avec son degré, Mmh chacun avec mh, sa mmh. manière, mais voilà, il y en a un qui parle de flamme, de feu intérieur là ou de Ouais, de feu flamme sacré, ouais, c'est de feu sacré. sacrée. Il y en a une autre, la par la danse, et le la danse derviche, et cetera. Enfin et tu vois que vraiment il y a une pratique qui est, enfin que je lis. Donc la personne qui t'a dit: «Ah oui, mais toi, tu es un coach créatif» et toi tu dis: «Ah bah oui, c'est normal parce que je suis dans l'intuition». On est clairement dans cette «branche» entre guillemets où on est proche de certaines capacités extrasensorielles. Alors il y en a qui voient, il y en a qui entendent, il y en a qui sentent. Donc il y a la clairaudience, sentience, vision, clairvoyance. Mais il y a encore un qui est moins connu, qui est la claire-connaissance et c'est on sait, tu vois? Donc il y en a qui l'appellent l'intuition, mais c'est un des canaux extrasensoriels et je pense que ce côté «on sait» où voilà, ça arrive, enfin moi, c'est l'idée du podcast, par exemple, elle est venue comme ça, tu vois? C'est OK, c'est pour Ouais, moi, c'est moi qui dois faire ce podcast, tu vois? Il y a ce côté-là et donc pour moi, on est clairement dans un phénomène extrasensoriel quelque part, tu vois? ouais. Bah, tu sais, là, chez toi, l'information, elle est descendue, quoi. C'est une information qui est descendue et toi, tu ne fais que matérialiser, en fait, Voilà. cette intuition Mmh et mh. tu vois, moi, en créativité, moi, j'ai identifié 3 types de créativité. Tu as la créativité d'expression de soi, c'est-à-dire c'est celle, en fait, où tu vas utiliser tes talents naturels. On a Mmh mh. tous des talents naturels et moi, je dis souvent, tu vois, que les talents, c'est comme un sabre. C'est tu vois, quand tu prends un samouraï, en fait, quand il frappe, il ne frappe pas avec, juste, ses 2 bras. Non, non, il frappe avec l'entièreté de son corps. C'est vraiment tout son être, avec quoi il frappe. Tes talents, en fait, c'est exactement la même chose. Exprimer ses talents, en fait, tes talents ne sont qu'une extension de ce que tu es. Donc Mmh. quand tu exprimes tes talents, c'est toi, tu t'exprimes toi à travers ce que tu fais. Et pour le Mmh. coup, là, on est dans cette notion de connexion, tu vois, avec quelque chose, tu vois, de supérieur. Puisque, bah, heu,
On est, tu vois, peut-être en connexion avec quelque chose, en fait, dont on n'arrive pas à saisir, tu vois, matériellement, mais on sait que c'est là. Mmh Donc mh. certains l'appellent l'âme, mais Mmh mh. étrangement, si on accole cette définition, quelque chose dont on ne peut pas saisir, qu'on ne voit pas, mais qui sait tout de nous, plus que nous, en science, ça s'appelle l'ADN. Mmh. Et ça, voilà, c'est ce que j'aime moi, c'est que parfois il faut aussi faire des ponts, ça c'est aussi mon côté créatif. Il faut être capable de faire des ponts là où la plupart des gens n'en font pas, pour s'apercevoir qu'en fait, on a 2 domaines en fait qui parlent exactement de la même chose. Mmh mh. Créativité, l'expression de soi. Ensuite, il y a ce que j'appelle la créativité de survie. C'est, l'image que j'aime bien donner, c'est en fait, c'est Lost, premier épisode de Lost. Tu as un avion qui se crache et tu arrives sur une île déserte et il faut que tu découvres en fait: «Putain, mais où est-ce que je suis? C'est quoi le territoire et Mmh mh. qu'est-ce que je vais pouvoir y faire dessus?» Donc, la créativité de survie, c'est être capable de déterminer le terrain sur lequel tu vas jouer, donc ce que tu peux faire et surtout ce que tu ne peux pas faire avec ses limites. C'est super important de déterminer le territoire, en fait, le terrain de jeu, parce que le problème, bon ça c'est expérience aussi vécue, c'est que quand tu ne détermines pas le territoire ou le cadre dans lequel, tu vas jouer, ta créativité va partir dans tous les sens, Ouais. mais rarement dans ton sens. Mmh. Quand tu délimites le terrain de jeu, ce qui est bien, c'est qu'au moins tu donnes une direction. Tu donnes un cadre dans lequel la créativité va pouvoir s'exprimer Ouais. et comme tu lui donnes un cadre, ça te donne aussi la possibilité de pouvoir sortir du cadre et de penser out of the box. Ouais. Mais tu peux sortir de la boîte uniquement quand tu la définis. Si tu ne la définis pas, en fait, tu vas ton énergie, ta créativité va ne faire que se disperser. Mmh mh. Et il y a le troisième type de créativité qui est la créativité d'inventivité. Alors moi, je tiens surtout cette expression du psychologue, américain d'origine hongroise, Mihaly Csikszentmihalyi, qui a notamment écrit le livre, «Vivre, la psychologie du bonheur» et c'est l'inventivité, c'est quoi? C'est, le fait que ton idée à toi va parler à au moins une personne de plus que toi et plus il y a de personnes qui consomment cette idée, parce qu'on parle vraiment de consommation d'une idée, plus cette idée, en fait, est consommée, plus elle devient inventive et comment ça se manifeste? C'est tout simplement, bah, les tubes en musique ou les grandes œuvres littéraires qui sont connues dans le monde entier. Mmh. Là, on c'est l'inventivité qui s'exprime. Donc vraiment la créativité, c'est vraiment le ping-pong entre, ben, mes talents naturels et le cadre dans lequel tu t'exprimes et plus il y a d'échanges, plus il y a des choses qui vont popper, tu vois? Ouais. Et c'est ça la créatif en tout cas, c'est comme ça que je l'ai identifié parce que, beh, toujours dans mon besoin de rationaliser un truc que je comprenais pas, tu vois? Comme, tu vois, ma capacité à cerner les gens, bah, la créativité, c'était pareil, tu vois? Je me dis: «Bon, ouais, pourquoi je suis créatif?» Et en fait, ce livre et bah, tous les échanges que j'ai eu m'ont fait dire: «Non, mais en fait, ouais, je suis peut-être bien quelqu'un de créatif». Parce que Mmh. créativité, c'est pas uniquement, tu vois, avoir plein d'idées, c'est aussi les matérialiser. Ouais. Et je pense qu'un de mes talents, c'est, en fait, de matérialiser mes idées. Dans un bouquin, ça s'appelle «Make Ideas Happen». Il y a cette équation qui est géniale et qui veut tout dire. 100 fois 0 égale 0, 50 fois 2 égale 100. Mmh 100 mh. fois 0, bah, 100 en fait, tu peux avoir 1000 idées à la seconde, 100 c'est cool, mais si tu appliques pas, ça vaut toujours 0. Alors que si Mmh. tu en as peut-être un peu moins, mais que derrière, tu les appliques, bah, derrière, en fait, tu as beaucoup plus de résultats. Et en Ouais. fait, c'est ça qui compte en créativité, c'est cool, en fait, d'avoir plein d'idées, mais ce qui compte, en fait, c'est de les matérialiser, de les manifester. Et bah, c'est ce que tu as fait avec ton podcast. Tu as une idée qui est descendue et là, toutes les interviews que tu es en train de faire, tu ne fais que manifester et exprimer cette intuition que tu as au fond de toi. Donc voilà. Bah oui, en fait, tu me disais justement, ça rejoignait ta vision de la spiritualité, quelque part, parce que tout ce parcours ne t'amène pas nulle part, ça t'amène quand même à une certaine vision de la spiritualité. Tu expliquais que justement, il y avait ce côté matérialisé des choses invisibles. Ouais, ouais, c'est ça. Bah, tu vois, par exemple, je vais reprendre cet exemple, tu vois, que j'ai trouvé ultra pertinent. C'est un exemple, que partage John de Martini. Alors John de Martini, pour les gens qui ne savent pas qui c'est un conférencier,
coach américain, voilà, ouais, qui fait son métier depuis plus de 40 ans. Et bon, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, que je suis un peu moins, mais c'est quand même quelqu'un que je trouve extrêmement inspirant. Et il partageait cet exemple, d'une femme, qui est mariée et dont l'une des valeurs les plus importantes pour elle, c'est, la spiritualité. Voilà, non, mais moi, je suis quand même quelqu'un d'extrêmement spirituel. Enfin, ouais, je fais du yoga, je fais de la méditation, je prends bien soin de moi, mais mon mari, lui, il ne pense qu'à l'argent. Voilà, lui, il ne pense vraiment qu'à l'argent, c'est sa réussite, sa carrière et j'aimerais tellement, en fait, qu'il soit beaucoup plus spirituel. Et là, tu as John de Martini, tiens, il fait: «Mais attendez, dites-moi une Mmh chose, heu, le fait qu'il gagne beaucoup d'argent, ça vous permet quand même de bien vivre et de ne pas travailler. Ça mh. permet aussi peut-être de payer, les études pour vos enfants. Ça permet peut-être de payer aussi les vacances dans la seconde résidence que vous avez». Mmh mh. Peut-être que pour lui, en fait, sa spiritualité, c'est ça. Peut-être que pour lui, ça a énormément de sens et que ça enrichit sa spiritualité, en fait, de gagner beaucoup d'argent. Donc peut-être que si lui, sa valeur, en fait, c'est l'argent, mais parce que pour lui, ça a du sens et qu'il se nourrit, en fait, de ça et de Mmh ce mh. que ça lui permet de faire. Et moi, j'aime bien cet exemple-là. J'aime bien cette anecdote parce que ça montre que, la spiritualité, c'est pas aller dans la forêt, faire des danses ridicules, tu vois? Et faire, je sais pas moi, de la peinture au patchouli ou des potions à la con, je sais pas quoi. Non, c'est pas ça. Bon, si ça te fait plaisir, vas-y, tu vois? Bon, tu vois, apparemment, Oui, il y a des femmes, tu vois, qui aiment bien se regrouper, tu vois, en mode sauvage, faire un feu et dire des trucs. Bon, moi, quand je vais dans les bois faire un feu, c'est pour faire un barbecue, tu vois? Ou des chamallows, tu vois? Bon, c'est une autre forme de spiritualité. Mais ça, c'est personnel. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que la spiritualité, il y a pas besoin, heu, de faire des choses extravagantes pour être spirituel. Mmh mh. Moi, c'est ce que je dis souvent, il y a des gens, pour moi, qui ont beaucoup plus de spiritualité alors qu'ils sont peut-être juste que maçons, éboueurs, alors que tu as certains coachs, certains gourous qui parlent de spiritualité et j'ai qu'une envie, en fait, c'est de leur dire: «Mais tu peux pas fermer ta gueule là tout de suite? Arrête de Mmh raconter des conneries et ferme ta gueule». Et moi, il y a des spiritualités qui ne s'expriment pas, mais qui m'impressionnent et qui m'inspirent beaucoup plus que certaines personnes qui parlent de spiritualité. mh. Donc moi, je suis beaucoup là-dedans. Oui, c'est on parle de spiritualité ancrée où on est dans la matière, où on est dans le faire, on est, ouais, voilà, c'est dans le faire et qui ça se n'empêche pas derrière, tu vois, d'avoir parfois de la sagesse. Tu vois, tu parlais de sagesse mmh mh. ou j'aime bien aussi parler de maturité. Tu vois? Ouais. Parce qu'il y a une différence entre la sagesse et la maturité. La sagesse, c'est la capacité d'apprendre de ses erreurs, alors que la maturité, c'est que tu dois avoir accumulé un certain nombre d'expériences pour pouvoir atteindre, certaines prises de conscience. Mmh mh. L'exemple que je prends pour comprendre la maturité, c'est dans un jeu vidéo. Parfois, pour arriver à faire certaines quêtes secondaires, tu es obligé d'avoir le niveau 50 ou le niveau 100. Bah, c'est ça la maturité. C'est Mmh. exactement ça. Donc, tu as des jeunes gens, par exemple, qui peuvent avoir beaucoup de sagesse dans un domaine. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont matures. Parce que la maturité, ça demande peut-être aussi parfois de s'être pris, quelques baffes dans la gueule ou d'avoir pris quelques expériences pour avoir certaines prises de conscience ou une certaine vision du monde ou accéder peut-être à certaines connaissances. Certaines informations peut-être aussi, on pourrait dire ça. Donc Ouais. tu vois, je fais vraiment le distinguo entre la sagesse et la maturité. C'est ce que bah, c'est un peu mon parcours, tu vois? Ce qui m'a permis d'accepter, tu vois, mon intuition, parce qu'il a fallu que j'expérimente beaucoup, que je me prenne les pieds dans le tapis, que je me prenne des tôles, c'est des trucs, ça a pas été toujours, facile, mais j'avais besoin de ça, tu vois? J'avais besoin d'expérimenter ça, bah, pour avoir de la maturité et pouvoir prendre de nouvelles décisions et donc tu vois, accepter le fait que, bah, ouais, j'ai des super pouvoirs et Mmh mh. surtout, ouais, de pouvoir être à l'aise avec. Objectivement, ça fait pas si longtemps que ça fait peut-être, ouais, 4 5 ans, ça fait pas si longtemps que ça pour moi, donc Mmh. ça a été un long travail d'haleine, quoi, parce que On a aussi un témoignage, je crois que c'est le numéro 5, le podcast numéro 5,
c'est Visha, elle aussi, ça a été tout un cheminement pour s'accepter aussi elle-même, parce qu'elle avait un mode de fonctionnement aussi. Enfin voilà, c'est vrai que c'est intéressant. Mais on dit, on arrive un peu au bout de notre temps imparti. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Pascal, que ce soit ton podcast, ton Ouais, site? alors, le plus simple, pascal-roby.com. C'est la façon la plus simple de me retrouver et surtout, de vous abonner à ma newsletter où je partage ce que je fais, en tant que community builder. Vraiment, Ouais. je partage et il me semble que Ariane est une abonnée. Vraiment, je Oui. partage tout ce que je fais pour construire, voilà, mon activité de community builder, tout ce que je fais, tout ce que Ouais. j'apprends, tout ce que j'expérimente, tout ce que j'ai réussi et parfois tout ce que j'ai pas réussi. Ça arrive aussi. Et de Ouais. temps en temps, il y a ce que j'appelle les sagesses de tonton Pascal, qui sont, Mmh. voilà, des leçons que j'ai apprises, que ce soit tant au niveau professionnel que personnel. Dernièrement, j'ai partagé la sagesse de l'étendoir à linge. Heu, voilà, c'est une sagesse que j'ai partagée sur justement, le mot que j'ai partagé en début de podcast, savoir: «On va y aller détente». Et c'est surtout cette capacité à être détente, surtout quand c'est inconfortable. Donc Mmh. voilà. Et apparemment ça a énormément plu, donc merci à vous tous, chers abonnés. Et donc voilà. Et donc ensuite, ouais, le podcast Universal Builders, donc disponible sur Apple Podcast, sur Spotify et sur toutes les plateformes normalement où on peut écouter du podcast. OK. Voilà. Moi, je mettrai le lien, je mettrai 1 ou 2 liens et de toute manière, il y aura le titre où on peut enfin, donc on pourra le retrouver facilement. Et mais donc voilà, donc si, s'il y a des gens qui sont intéressés de créer des communautés, qui durent dans le temps, parce qu'en fait, il y a beaucoup de communautés qui s'effritent, dans les premiers mois et puis au début, ça marche bien et puis en fait, ça fait un flop. Donc toi, tu as vraiment une expertise, des Ouais. formations, des expériences, Alors, je fais surtout, moi, pour l'instant, je fais surtout de l'accompagnement. Ouais, je fais surtout de l'accompagnement individuel, parce qu'en fait, c'est voilà, ce que je kiffe le plus. Là, pour l'instant, moi, c'est ce que je kiffe voilà, le plus, voilà, faire de l'accompagnement en fonction individuel des parce que c'est besoins de la ouais, personne, des besoins exactement. et tu Voilà. feras une offre, Ouais, exactement. Moi, je fais plutôt du coaching et j'ai 3 offres et voilà, j'ai 3 offres spécifiques par rapport, aux besoins que, des infopreneurs, parce que moi, j'accompagne plus spécifiquement des infopreneurs qui ont déjà une communauté ou en tout cas qui veulent en lancer une. OK. Et voilà, donc c'est vraiment là-dessus, que je travaille en ce moment. Et c'est vrai que moi, ce que je préfère pour l'instant, c'est d'accompagner les gens parce que on revient à ce que je disais, hein, le coaching, la capacité de cerner les gens. Donc moi, voilà, le fait d'échanger avec, des clients, de cerner leurs problématiques, de voir des choses que eux ne peuvent pas voir. Moi, derrière, en plus, j'ai commencé à développer des outils qui me permettent, enfin, d'avoir une grille qui me permettent d'analyser beaucoup plus facilement. Donc avant, tu vois, j'allais chercher, des outils pour me permettre de me comprendre moi. Maintenant, je développe moi-même, tu vois, mes propres outils, donc c'est Mmh. trop cool. Avec Ouais. ma propre compréhension, tu vois, des choses, avec mon vécu, donc avec tout ce que j'ai fait, tu vois, dans ma vie, donc c'est génial. Donc moi, je suis trop content. Enfin, je fais un job où je vais devoir profiler d'abord mes clients, puis ensuite, tu vois, des gens qui interagissent en groupe. Vas-y, moi Mmh. j'adore ça. Ouais, Donc c'est aussi un truc, c'est, quand vous choisissez une activité, business ou salarié, faites en sorte, d'utiliser vos talents naturels. Parce mmh mh. qu'au final, quand vous utilisez vos talents naturels, vous ne travaillez pas, vous œuvrez. Bah, Donc c'est comme moi avec ce podcast, hein, je prends beaucoup de plaisir, j'adore et donc on va clôturer ici et de savoir aussi avec la dernière question que je pose à mes invités, c'est quel est le type de phénomène ou d'histoire extraordinaire, tu aimerais entendre dans ce podcast? ouais. Moi, il y a souvent, ouais, des témoignages que j'aime beaucoup, bon, que j'aime beaucoup écouter, sont souvent, les témoignages, voilà, de avant-après quand il y a eu un accident. Je pense notamment, tu vois, un exemple, Philippe Croizon, quelqu'un, voilà, qui a une vie normale et à un moment donné, paf, il a cet accident qui lui fait qu'il est amputé, des 4 membres. Mais derrière, il va réussir à transcender l'adversité et en faire quelque chose où même aujourd'hui,
bah, il fait beaucoup plus de choses que quand il avait ses 4 membres. Ça, j'aime énormément où, bah, la personne qui a eu un accident de voiture ou autre et qui Mmh. derrière va développer des capacités, genre elle va savoir jouer du piano alors qu'elle en a jamais fait avant. Ce genre de Le choses, ça syndrome de j'aime. savoir acquis, hein, tu m'avais Ouais, dit le ça. syndrome du savoir acquis, exactement, donc c'est le syndrome du savoir acquis et Ça, c'est vrai que ça ce serait super original, enfin, dans les 2 cas de toute manière. Donc quelqu'un ouais, qui a une résilience exceptionnelle voilà. qui voilà. Là, j'ai peut-être quelqu'un, je veux pas divulgacher, mais j'ai quelqu'un qui risque de venir témoigner en effet d'une résilience extraordinaire, mais c'est en pourparler. Donc voilà, j'ai pas encore les Ah! dates ni OK, très, très bien, rien. très, très bien. Mais par contre, le syndrome de savoir acquis, ça, je n'ai pas. Donc, Ouais, je lance un appel parce que maintenant, il y a des gens qui tombent sur ce podcast grâce à l'algorithme de YouTube, notamment. Et donc, n'hésitez pas à vous manifester en ouais, commentaire. Je réponds toujours aux commentaires, donc n'hésitez pas. mmh, Et ben voilà, on va clôturer ici, Pascal. Merci beaucoup ouais, pour tout ton partage, ton parcours. Voilà, c'était vraiment intéressant de voir qu'il n'y a pas toujours besoin de phénomènes sensationnels ou qui donnent des frissons, mais que parfois dans des perceptions, dans le parcours qu'il y a autour de ces perceptions, enfin moi je suis sûre que ça va parler à plus d'une personne parce qu'il y a des gens qui ont peut-être ça et qui en fait, tu vas peut-être leur faire gagner, quelques dizaines de bouquins, enfin, tu vois ce que je veux dire? De se dire: «Ah ouais, beh, tant mieux, parce que voilà, j'avoue, tu vois, cette façon enfin, tu vois, mon histoire, j'ai pas entendu, tu vois, beaucoup de personnes la partager et ouais, c'est ouais». vrai que, bah, écoute, si ça peut aider 2 3 personnes, bah, écoute, Et tant mieux. chaque histoire est unique, c'est ça qui est Ouais, chouette aussi et chacun va aller comme on a vécu des choses différentes, bah, chacun en tire des leçons différentes. mmh Mais ce mh. qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a quand même souvent quelque chose d'assez, bah, universel, universal builder. Il y a quelque Bah, chose oui. d'assez universel quand même dans les phénomènes, dits extraordinaires ou inexpliqués. C'est qu'en fait, souvent, bah, derrière, il y a une sorte de conscience infinie qui est là et qui nous fait montrer qu'on est plus que juste nos petits corps physiques et biologiques. Ah beh, ça, c'est si on veut pousser un peu plus loin, c'est qu'il y a cette conscience supérieure qui nous aime tellement qu'elle nous laisse la possibilité de nous tromper. C'est vrai, c'est vrai, Mmh. c'est vrai. Ouais, Merci en tout cas pour cette belle parole de conclusion. ouais. Bah, Ça me merci à toi. ça fait une belle, formule de fin. Je te remercie pour tout et bah, on te retrouve ici ou là et à plus à tous les auditeurs. À bientôt. Ciao, Salut à ciao. tous. Tchuss. Et voilà, il est temps de nous quitter. Abonne-toi au podcast et dis-moi en commentaire si toi aussi tu aimerais découvrir un type d'histoire extraordinaire. À bientôt pour une prochaine histoire extraordinaire. Namasté.